Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus à notre chaîne YouTube Les Finances saines pour tous, dont le but est de partager de l'information financière avec les entrepreneurs et dans une moindre mesure avec les particuliers. Nous allons poursuivre aujourd'hui le sujet que nous avons entamé la semaine dernière qui concerne le plan d'affaires. Nous avons présenté dans un premier temps le sommaire du plan d'affaires, qu'est-ce qui constitue le sommaire qui tient sur une maximum 2 pages. Aujourd'hui, nous allons voir le contenu du plan d'affaires. Dans ce contenu-là, il y a 5 sections principales. L'aperçu de l'entreprise qui consiste à faire une description rapide de l'entreprise en présentant sa mission, qu'est-ce que l'entreprise propose comme produit et service, qu'est-ce que l'entreprise a envie de faire, de présenter sa vision, où est-ce que l'entreprise veut aller à moyen et à long terme, et ensuite de présenter ses valeurs. Il est également important d'analyser les tendances du secteur. Est-ce que c'est un secteur en démarrage? Est-ce que c'est un secteur en croissance? Est-ce que c'est un secteur en maturité ou un secteur en déclin? Parce que tous ces éléments-là vont aider le bailleur de fonds ou soi-même à savoir est-ce que je mets suffisamment de fonds dans une entreprise ou dans un secteur qui est en maturité ou qui est en déclin. Donc, c'est important d'analyser les tendances du secteur. Également important d'analyser le marché dans son ensemble, même si à l'intérieur du marché, on peut identifier un segment particulier, identifier une niche bien particulière, mais il faut analyser tous ces éléments-là. Il faut également identifier ses concurrents et savoir comment est-ce que ces concurrents-là se comportent. Dans le segment de vente et marketing, c'est important de savoir quels sont les clients qu'on veut viser, quels sont les fournisseurs qui vont nous aider à réaliser le produit ou le service à offrir. Est-ce que nous avons des actions de publicité, de promotion que nous allons mettre en œuvre pendant l'année ou l'année qui suit notre démarrage d'activité? C'est des éléments qui sont importants à planifier parce que ça nécessite des coûts. Autre élément extrêmement important, le prix et la distribution. Au niveau du prix, il faut faire attention, ce n'est pas forcément des choses auxquelles on pense, mais la détermination du coût ou la détermination du prix contient plusieurs éléments. Si on se base sur un seul élément, il y a un risque. Il y a des gens qui me disent, OK, je prends le coût de la matière première, je multiplie par 3. Cette méthode-là peut éventuellement fonctionner dans un secteur, mais peut ne pas forcément s'adapter à un autre secteur d'activité. Et même à l'intérieur d'un secteur d'activité, même si on utilise cette méthode-là à la base, il faut se poser la question en arrière, est-ce qu'en en utilisant cette méthode-là, j'arrive à faire un bénéfice considérable? Parce que si je prends un exemple rapide, un artiste qui fait une toile, il achète la toile à $50, s'il dit, mais je multiplie par 3, ça va faire $150. Est-ce que je vends mon produit à $150 plus une marge de 20 ou de 25%? Ou alors je dis, OK, j'ai acheté la toile à $50, j'ai passé 10 heures à produire la toile, je vais multiplier mon temps, 10 heures par un taux horaire de 10, de 20 ou de $25, ça va me donner $250 plus le $50 d'achat de la toile, ça me fait un coût de $250 au lieu de $150 qui a été calculé initialement. Donc, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-ci, on pourra revenir éventuellement dans une autre présentation, dans une autre vidéo, sur le détail du calcul du prix qui passe par le calcul du coût de revient. Donc, ce qu'il faut retenir dans l'ensemble à ce niveau-ci, c'est de se dire, lorsque je parle du prix, il serait important que je puisse identifier tous les éléments qui rentrent dans le prix. En gros, c'est souvent le coût de la matière première, c'est également la main-d'œuvre. Mais il y a des coûts accessoires qui rentrent dans la fabrication d'un produit. Il faut pouvoir les identifier parce que lorsque c'est identifié, lorsque c'est décomposé, c'est plus facile par la suite de dire je vais agir sur tel élément pour pouvoir réduire mon coût et par conséquent améliorer mon profit si je maintiens le même prix de vente initial ou si je maintiens le même prix de vente que la concurrence. J'ai la possibilité de dire je prends le prix du concurrent, mais parce que j'ai amélioré mes coûts, mes marges deviennent beaucoup plus importantes. Parce que pour rester dans le domaine sur l'exemple de l'artiste,
Si ça prend 10 heures à faire la toile et que dans les 10 heures, il y a 2 heures de nettoyage, parce qu'on a produit la toile en 3 séquences, on peut dire, mais au lieu de produire en 3 séquences pour 2 heures de nettoyage, je peux éventuellement la faire en une séquence, je prendrai la journée ou je prendrai 2 journées. Ça me permettra de réduire le temps de nettoyage et par conséquent, de réduire mon coût de revient du produit et par conséquent, d'améliorer ma marge de profit. Donc, en fait, c'est un élément extrêmement important dans le calcul du prix de revient parce que ça a une influence sur la rentabilité de l'entreprise au final. Service à la clientèle et garantie, dans certains secteurs, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. L'autre section aussi qu'il faut développer dans le contenu du plan d'affaires, c'est le plan d'opération. Je l'ai dit rapidement dans le sommaire, il faut indiquer son emplacement parce que ça permet de savoir est-ce qu'on a la clientèle autour ou alors est-ce que la clientèle est éloignée de son emplacement. Il faut identifier les équipements dont on a besoin pour pouvoir réaliser son activité. Ce qui arrive souvent avec des entrepreneurs, c'est qu'ils démarrent une activité, ils achètent un équipement et après ils se rendent compte qu'il faut en acheter un deuxième, qu'il faut en acheter un troisième. À la base, il faut faire une enquête, il faut faire une étude pour savoir quels sont les équipements dont on a besoin pour son activité, quelle est la technologie dont on a besoin, parce que tous ces éléments-là identifiés permettront à la fin de dire, OK, j'ai un besoin de financement de tel montant, parce qu'à l'intérieur de ce financement, j'aurai une partie qui va servir à l'achat des équipements, j'aurai une partie qui servira à l'achat de la technologie, j'aurai une partie qui permettra d'avoir un fonds de roulement. Donc, c'est extrêmement important d'identifier tous ces éléments-là et puis de les segmenter parce que ça facilite la tâche à soi-même. Lorsqu'on a un montant au départ pour le démarrage de l'activité, de savoir comment est-ce que ce montant-là sera reparti pour qu'on ne soit pas, pour qu'on ne retarde pas la mise en œuvre du projet. Parce qu'il arrive dans certains cas que lorsqu'on dit je veux réunir l'ensemble des frais dont j'ai besoin, ça peut prendre du temps. Ou lorsqu'on va vers un bailleur de fonds pour solliciter des fonds, il peut ne pas donner l'ensemble des fonds dont on a besoin. Donc, c'est important d'avoir ce détail-là parce qu'en fonction de ce qu'on aura, soit qu'on l'a soi-même à travers ses fonds personnels, soit qu'on l'a par le bailleur de fonds, ça permettra de savoir comment est-ce que je repartis ces fonds obtenus là pour que l'activité puisse démarrer et que les ajustements puissent se faire au fur et à mesure. La quatrième section, c'est la section des employés. On en a parlé rapidement aussi dans le sommet du plan d'affaires. Il a dit qu'il était important de savoir c'est quoi l'équipe de direction, quelles sont les compétences, quelles sont les expériences de ces membres de l'équipe de direction. Si on n'a pas toute l'expertise, parce que l'activité d'une entreprise, ça se résume en achat, production, vente, marketing, et l'aspect gestion financière, gestion opérationnelle. Si on se rend compte que les membres de la direction n'ont pas de l'expertise sur ces différents domaines-là, on peut très rapidement identifier des personnes, ressources qui pourront nous conseiller de façon temporelle, une fois par mois, une fois par trimestre, une fois ou 2 fois par année, sur ces aspects sur lesquels on n'a pas la compétence en interne. Les employés clés, on en a parlé également la dernière fois, il est extrêmement important de pouvoir les identifier. L'exemple banal, dans un restaurant, s'il n'a pas de cuisinier, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et quand, à partir du moment où j'identifie que le cuisinier, c'est un employé clé, une des choses que j'ai à faire, c'est de dire, je vais rédiger la procédure de la recette des différents plats. Comme ça, en l'absence du cuisinier principal, il pourrait avoir quelqu'un qui pourrait, à partir de la procédure, savoir le minimum de choses qu'il y a à faire pour pouvoir présenter un plat, éventuellement qui n'est pas à 100% identique à celui du cuisinier principal, mais qui pourra quand même faire quelque chose qui se rapproche à 90% de ce que le professionnel a fait. Lorsqu'on n'a pas cette information-là et que vous arrivez dans un restaurant, vous demandez un plat et que le cuisinier est malade, on vous dit, mais non, on ne pourra pas vous servir. Donc, il faut anticiper là-dessus, rédiger des procédures pour des employés clés et les mettre à disposition pour qu'en cas d'indisponibilité, qu'on soit capable
réaliser 75% ou 80% de l'activité et pas de complètement arrêter l'activité en l'absence d'un employé clé. Dernier élément dans le contenu du plan d'affaires, c'est les objectifs, le plan d'action. Dans le plan d'action, il faut décrire, rappeler c'est quoi les objectifs du projet, c'est quoi les ressources nécessaires. Les ressources nécessaires, c'est les besoins en financement. Ça peut être en ressources humaines ou en ressources matérielles ou en ressources financières. Il faut identifier les ressources nécessaires. Il faut évaluer les risques. On l'a dit la dernière fois dans le sommaire. Et enfin, il faut mettre en place un plan d'action. On a parlé rapidement des besoins financiers. Lorsqu'on parle de besoins financiers, que ce soit soi-même ou le bailleur de fonds, on a besoin de visualiser ces besoins financiers-là. Ici, j'ai présenté uniquement un sommaire, mais le bailleur de fonds, il aura besoin du détail de ces informations que je vous ai présentées. Le premier élément qu'on veut voir dans un plan financier prévisionnel, c'est l'état des résultats. C'est quoi le but? C'est de savoir est-ce que l'activité pour les 3 premiers mois, pour les 6 premiers mois, pour la première année ou éventuellement pour la deuxième année, va réaliser du profit. Oui ou non, est-ce qu'on a du profit? Le bénéfice net, on le voit dans l'état des résultats, il y a un bénéfice net de 10 000 $ dans cet exemple. Mais quand on regarde le bénéfice net de 10 000 $, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a un élément sur lequel on peut jouer pour pouvoir améliorer ce bénéfice-là? Dans ce cas, c'est un bénéfice. Dans certains cas, ça peut éventuellement être une perte. Mais l'idée, c'est de se dire, le bulletin de notes de l'entreprise, qu'est-ce qu'il me fournit comme information au final? J'ai un bénéfice net de 10 000 $. Est-ce que je peux l'améliorer? Est-ce que je peux travailler sur un certain nombre d'éléments? Le bailleur de fonds, je l'ai dit tantôt, il va vous exiger dans le plan financier de présenter j'ai une activité produit, c'est-à-dire j'ai vendu des produits de 100 000 $, mais le 100 000 $, c'est ce que j'espère avoir ou c'est ce que j'ai prévu avoir à la fin de l'année. Mais c'est important de savoir chaque mois combien j'espère avoir. C'est important de savoir le montant que j'espère avoir chaque mois, comment est-ce qu'il a été calculé. J'ai un prix, j'ai une quantité, il faut qu'on soit capable d'avoir ces informations-là pour savoir si votre prévision de 10 000 $ de bénéfices est réaliste ou pas. Ce qui est vrai au niveau des revenus est également vrai au niveau des dépenses. On peut avoir plusieurs produits et on peut exiger, ou le bailleur de fonds peut éventuellement exiger la décomposition dans le 100 000, décomposition par produit, par famille de produits. Également, dans les dépenses, ce serait important, dans le coût des marchandises vendues, de séparer qu'est-ce qui est matière première et qu'est-ce qui est main-d'œuvre. Au moins, ce minimum-là, ça permet d'avoir une visibilité parce que s'il y a des actions à prendre, il faudrait qu'on sache sur quel élément on peut agir pour être plus efficace au lieu d'agir dans un bloc avec moins d'efficacité. Deuxième élément qui est important pour le bailleur de fonds, c'est de voir le bilan de l'entreprise. L'état des résultats permet de savoir c'est quoi le résultat qu'on a obtenu. Il peut ne pas être bon la première année, mais il peut éventuellement être bon la deuxième année parce que les prévisions financières, il faut faire au moins sur 2-3 ans. On ne peut pas se limiter uniquement à une année parce que l'entreprise, au fur et à mesure, va améliorer ses façons de faire, va améliorer ses produits, va améliorer sa clientèle. Donc, il faut visualiser sur plus d'une année. Donc, au niveau du bilan, l'idée, c'est de dire c'est quoi les actifs de l'entreprise? Qu'est-ce que l'entreprise possède? Et de se poser la question, mais ce que l'entreprise possède, est-ce qu'elle est capable de rembourser tous ses créanciers avec ce qu'elle possède? Sinon, ça veut dire qu'il va falloir, si l'entreprise décide d'arrêter à un moment donné, il va falloir que l'entreprise utilise des fonds propres pour pouvoir rembourser ses créanciers. Donc, la question c'est de se dire, j'ai des actifs, qu'est-ce que l'entreprise possède? J'ai des passifs, qu'est-ce que l'entreprise doit? J'ai des capitaux propres, qu'est-ce que les actionnaires ont mis au départ pour le démarrage de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des bénéfices que l'entreprise a réalisés qui n'ont pas été répartis? Tout ça, ça rentre dans les capitaux propres. Sachant que l'équilibre comptable impose que le total de l'actif soit égal au total des passifs moins plus les capitaux propres. Dernier élément, c'est le plan financier prévisionnel.
C'est quoi le but du plan financier prévisionnel? C'est je voulais dire, du budget de caisse prévisionnel, c'est de savoir à quel moment on aura besoin d'argent. Je l'ai dit rapidement dans l'exemple de la dernière fois, j'ai besoin de 50 000 pour financer mon entreprise. Maintenant, je peux avoir besoin d'acheter des équipements pour 50 000 le premier mois. Mais quand je regarde les clients qui vont me payer en différé, je comprends que j'aurai besoin d'un fonds de roulement pour être capable de réacheter les matières premières. Donc, comme dans l'état des résultats, on peut avoir un sommet, mais c'est extrêmement important. Le bailleur de fonds, c'est important pour vous et c'est important pour le bailleur de fonds d'avoir le détail. Autant au niveau du budget des caisses, c'est important de savoir, ah oui, ok, j'ai un montant de revenus qui provient des ventes, j'ai des dépenses qui sont des dépenses d'achat des matières premières, des dépenses de main-d'œuvre, des dépenses de frais généraux. Tous ces éléments-là doivent être identifiés pour qu'on puisse savoir est-ce qu'on aura suffisamment de ressources en caisse pour être capable de supporter l'activité au fil des mois. Un autre élément qui n'est pas intégré ici, on va y revenir dans un autre atelier, c'est que le bailleur de fonds, dans le plan financier, il est recommandé et il peut éventuellement être exigé que vous puissiez présenter votre bilan personnel. Parce que quand vous demandez à un bailleur de fonds de financer votre projet, il faut qu'il ait une garantie quelque part. Donc ce bilan, on a vu le bilan de l'entreprise, mais votre bilan personnel peut être exigé pour savoir si vous avez des actifs qui pourraient permettre de couvrir en garantie le prêt qui vous a été octroyé. Donc c'est extrêmement important au-delà de l'état des résultats qui permet de savoir c'est quoi le résultat prévisionnel basé sur des hypothèses. Et ces résultats-là doivent être détaillés par mois et en différentes activités. Produits, coût des marchandises en vente, coût des marchandises vendues qui contiennent matières premières et main-d'œuvre. Et l'ensemble des frais généraux, c'est extrêmement important de détailler les frais généraux pour qu'on puisse identifier quel est le poids de chacun de ces frais-là. Deuxième chose, on a dit, il est important d'avoir le bilan prévisionnel qui permet de savoir qu'est-ce que l'entreprise possède, qu'est-ce que l'entreprise doit et au final, qu'est-ce que l'entreprise a qui lui est comme capitaux propres. Et la dernière chose, on a dit, il faut avoir un budget de caisse prévisionnel qui va permettre de savoir comment est-ce que l'argent qu'on a ou qu'on reçoit sera utilisé de façon optimale. Et au final, il est important de préparer un bilan personnel pour permettre au bailleur de fonds ou à soi-même de savoir qu'on a une garantie quelque part avec ses actifs personnels qui peuvent assurer le remboursement éventuel ou qui peut rassurer le bailleur de fonds ou alors un autre actionnaire qui veut rentrer ou un investisseur qui veut rentrer dans votre activité. Donc en gros, c'est ce que nous avions à présenter aujourd'hui par rapport au plan financier. La question qu'on se posait à la base, est-ce que le plan financier important pour moi ou uniquement pour le bailleur de fonds? Je pense qu'on peut tous arriver à la conclusion que même si c'est son propre argent qu'on met dans une activité, il est important de savoir si cet argent-là va rapporter quelque chose. Donc, on ne peut pas dire, comme c'est mon argent, je peux faire des pertes, ce n'est pas grave. C'est important de savoir, est-ce que j'aurai des profits par rapport à mon activité? Est-ce que j'aurai des pertes? Dans l'un et l'autre cas, le but n'est pas de dire, j'arrête l'activité parce que je n'ai pas de profit la première année. Le but, c'est de se dire, quelles sont les actions que je peux mettre en œuvre pour pouvoir améliorer le résultat que je constate basé sur des hypothèses. Et on a vu dans les détails qu'il faut analyser le marché, il faut analyser la concurrence, il faut analyser les ressources externes. Il faut analyser tous ces éléments-là parce que ça va faciliter la mise en œuvre des actions pour pouvoir améliorer le résultat de l'entreprise. Donc, nous allons arrêter là-dessus pour aujourd'hui, sur la question du plan financier. Je pense que vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir décider si oui ou non, avec l'imposition du bailleur de fonds ou de votre point de vue personnel, il est important de pouvoir réaliser un plan d'affaires
Le sujet que nous allons aborder la prochaine fois, c'est de se poser la question, le bailleur de fonds, qu'est-ce que lui, il attend? Il attend un plan financier, mais ce n'est pas la seule chose qu'il attend. Donc, du côté de l'entrepreneur, il a besoin d'un plan financier pour avoir une visibilité. Du côté du bailleur de fonds, il a besoin, ou du prêteur ou de l'investisseur, il a besoin du plan financier, mais il a également besoin d'autres éléments. Donc, nous allons présenter dans notre prochaine vidéo les éléments qui sont pertinents au-delà du plan financier. Qu'est-ce que les bailleurs de fonds ou les prêteurs de fonds aux entrepreneurs attendent? Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, comme j'ai dit depuis les premières vidéos, vous avez des interrogations, vous avez besoin de clarifications. N'hésitez pas à nous en faire part. Vous pensez que ça peut être utile à l'un ou l'autre autour de vous. N'hésitez pas à partager l'information. N'hésitez pas à liker si vous appréciez. Merci à toutes et à tous et bonne